Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir pour ce numéro 98, comme disent nos amis français, de recevoir un jeune homme âgé de 19 ans, Oscar Pache, originaire de Choué, qui a été finaliste du 60e concours national de sciences et jeunesse, avec un sujet assez singulier, assez ambitieux. C'est l'espéranto ou la quête de l'universalité et de l'égalité. Alors, la première question que j'ai envie de lui poser, c'est pas du tout par rapport à l'espéranto, mais dans sa tête, il a 3 livres à nous proposer qu'il va pitcher rapidement. Quel est le premier livre? Le premier livre s'appelle Oxygène de Johan Marins. C'est un livre de science-fiction dystopique. Donc dans une société où les personnages ont une bombe d'oxygène greffée parce qu'il n'y a plus d'oxygène sur Terre. Le deuxième livre, c'est Déterminisme de Robert Sapolsky. Donc il déconstruit le concept de libre arbitre et il remet en question son existence. Ça c'est plutôt un essai alors? Ça c'est plus un essai scientifique, philosophique, ouais. Et Fondation de Isaac Asimov. C'est aussi un livre de science-fiction qui dépeint une société aussi dystopique, mais sur 1 millier d'années. L'histoire se passe sur 1 millier d'années. Moi qui ne connais pratiquement pas la science-fiction, quel livre tu me proposerais d'acquérir et de lire pour découvrir la science-fiction et l'aimer? Alors, moi j'ai découvert la science-fiction avec Pixel Noir. C'est un jeune qui fait un accident et du coup qui est mis dans un coma artificiel, et puis pour pas perdre les capacités cérébrales, ils le mettent dans un monde virtuel, mais dans le monde virtuel il y a des problèmes de programmation et les gens il y a une tyrannie qui s'installe entre les différents patients, mais dans le monde virtuel. Et c'est un livre assez intéressant. Alors pour venir au concours, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ce concours, comment tu as eu accès, déjà le principe même du concours et comment il est introduit au collège par exemple de Saint-Maurice? Alors le collège ne fait pas de publicité pour ce concours, c'est pas le collège, c'est pas du collège que j'ai eu l'information. C'est une amie du collège qui a participé. Elle s'appelle Alice Lane et justement elle faisait ce concours. Et quand c'est quoi ce concours? Ce concours, c'est entre du coup justement les étudiants qui doivent faire un travail de fin de scolarité post-obligatoire. Donc ça peut être un apprentissage ou le gymnase ou une école professionnelle. Et du coup chaque travail est mis en compétition les uns avec les autres. Enfin, c'est pas tout à fait une compétition. C'est plus, si on répond aux exigences, on est sélectionné pour l'étape suivante. Donc en l'occurrence, moi je me suis inscrit au Mais il y a plusieurs domaines, c'est sciences humaines, sciences... Oui, il y a plusieurs domaines, ouais. Chimie, physique, oui. N'importe quoi. Okay. Oui, il y a plusieurs domaines. Alors, toi c'est assez particulier parce que j'ai envie de dire pourquoi l'espéranto et pourquoi pas par exemple l'intelligence artificielle, la robotique, la finance, je sais pas, la biochimie ou la biologie. Pourquoi l'espéranto? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui sort un peu de l'ordinaire, justement. Des sujets comme la finance, l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, il y a le problème que c'est un peu... faut vraiment être spécialisé pour bien avancer dans le sujet. Mais de manière générale, je voulais pas prendre un sujet qui a été fait, refait. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui est un peu... qui sort du lot et puis qui n'a pas été fait si souvent que ça en fait. Est-ce que le choix de l'espéranto c'est un tout petit peu un choix pour la rébellion? Peut-être, il y a un peu d'anti-américanisme, mais non, c'est vraiment juste un sujet où j'aimerais apporter une réflexion. Parce que justement, l'espéranto c'est aussi une critique en l'hégémonie anglaise dans le langage. Alors c'est une critique de l'hégémonie de langage naturel tout court. C'est pas seulement l'anglais, c'est vraiment de la plupart des langues qui sont utilisées comme langue auxiliaire alors qu'elles sont naturelles. Dans le monde espérantiste, c'est une critique qui est faite régulièrement. Mais l'espéranto, c'est un peu ce fantasme de la langue universelle
c'est un vieux rêve hein, du 19e siècle, je ne sais pas quand c'est né, enfin c'est assez ancien. Déjà au 18e, il y avait. Déjà au 18e. Ouais. Est-ce que c'est un peu une stratégie pour un plus d'humanisme ou bien Un plus de d'humanisme? Oui, ça s'inscrit clairement dans un mouvement humaniste. Ça, ouais, c'est. Et puis c'est justement là, dans les mouvements espérantistes, on considère que la langue peut être vectrice d'humanisme, justement. Mais on considère que c'est une utopie ratée. Notre génération dirait que c'est une utopie ratée. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas en disant que c'est une utopie ratée? Alors, je pense qu'il y a aussi une mauvaise conception, une conception erronée de ce que c'est l'espéranto en soi. Alors, c'est quoi l'espéranto? C'est une langue construite qui a été inventée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof, par une seule personne. Alors, quand je me disais, mais de quoi je vais parler avec Olivier Pache, il y a cette idée, parce que par mes filles, j'ai été amené, je ne suis pas tellement adepte de ça, mais j'ai été amené à regarder Game of Thrones, Oui. dans laquelle il y a tout un langage qui est construit, une grammaire, etc. etc. Est-ce que ce rapprochement que j'ai fait là, je ne sais pas, intuitivement ou sans rien connaître de l'espéranto, et d'ailleurs ni du film, est-ce que c'est un point commun ou... Alors, le point commun, c'est que c'est les deux des langues construites. Par contre, de A à Z, donc ils ont construit un monde... De A à on ne sait pas trop quelle lettre. D'accord. En l'occurrence, l'espéranto est plus proche du Z que les langues dans Game of Thrones parce qu'elle a une littérature, elle a une communauté. Il y a 2 millions de personnes qui parlent espéranto dans le monde, à peu près, c'est une estimation. Mais toi, tu l'as appris? Tu pourrais moi, je l'ai appris, oui. Tu considères être fluent? Enfin, Oui. Enfin, je peux me débrouiller mieux qu'en anglais. D'accord. Et que tu l'as appris comment? Un livre? Il y a des méthodes orales? Il y a des ressources gratuites sur Internet que les gens mettent à disposition bénévolement. Et comment a été construite alors la langue pour aller jusqu'à Z? Alors, il y a beaucoup d'étapes. Déjà, il y a la construction de la langue en elle-même, donc juste le système de grammaire, le lexique, etc. Et ensuite, il y a la diffusion de la langue. Donc là, c'était principalement du réseautage de la part du créateur. Et ensuite, il faut que la communauté apprenne à Puis ton travail en tant que tel, présentation, quand tu t'es dit, je vais présenter ça, ça peut être intéressant pour mon concours, quelle est la structure du travail finalement? Comment il est modélisé ou, Alors, je l'ai structuré en 3 parties. Il y a la première partie, la présentation sur l'espéranto, justement pour désamorcer certaines idées reçues. Il y a la deuxième partie sur l'universalité, pour avoir une présentation plus scientifique, linguistique de ce que c'est l'espéranto. Et ensuite, il y a la troisième partie que je lis à la deuxième, qui est justement le lien entre l'universalité et l'égalité. Donc, c'est une partie un peu plus politique, réflexion, argumentation. Puis il y a une autre question qui a surgi un peu naturellement. Maintenant, on est au stade avec l'IA et tout ça, mais on est au stade où à travers l'iPhone, par exemple, je recevais des clientes chinoises récemment. Naturellement, je ne parle pas le chinois, je le lis encore moins. Mais il y avait ces méthodes de communication et écrite et orale à travers des programmes d'intelligence artificielle où on semblait pouvoir se comprendre. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça arrive pas trop tard alors? Parce que finalement, il y a des outils techniques aujourd'hui qui permettent d'avoir cet entretien en chinois, en arabe, pratiquement immédiat. Ouais. Alors pourquoi encore l'espéranto? Pourquoi encore l'espéranto? Parce qu'il soulève... il règle des problèmes que l'IA ne règle pas. Par exemple, justement, la rapidité de communication. Les outils de communication comme l'IA, les traducteurs automatiques qui prennent plus de temps. Donc ça peut rendre le dialogue un peu plus efficace. Et puis l'IA, elle soulève d'autres problèmes que l'espéranto ne soulève pas. Par exemple, l'usage de beaucoup d'énergie. Quand on fait une demande sur l'IA pour traduire un texte, ça demande beaucoup d'énergie sur plein de serveurs qu'on ne sait pas trop où ils sont. Ça pose aussi des problèmes de sécurité des données, parce que du coup on inclut notamment des données qui peuvent être assez sensibles. Je sais pas, imaginons à l'ONU qu'ils utilisent de l'IA ou des traducteurs automatiques, c'est déjà probablement le cas. Il y a des données sensibles qui peuvent justement...
traverser, puis c'est pas un problème avec l'espéranto. Et est-ce que, parce que certains ont dit que c'était quand même une attaque contre l'anglais, l'impérialisme anglo-saxon, etc., est-ce que ça s'est construit à l'origine là-dessus, ou bien c'est complètement indépendant, puisque c'est quand même du XVIIIe siècle, je crois que c'est du XIXe, enfin peu importe. Quel est ce lien avec le privilège, la prédilection finalement, dans les organisations internationales qui est donnée notamment à l'anglais? Alors, le 19e siècle, il n'y a pas d'organisation internationale, il n'y a pas d'hégémonie de l'anglais à ce moment-là. C'est le moment où il y a de la colonisation, mais au 18e, enfin, à la fin du 19e siècle, du coup, c'est le français qui est la langue diplomatique. Mais l'espéranto n'est pas du tout basé sur un combat contre une autre langue. Qu'est-ce qui a fait finalement la source de l'espéranto, d'après toi? C'était quoi la source originelle finalement, le truc qui a fait qu'on s'est lancé là-dedans? Alors, c'est pas d'après moi, c'est d'après le D'accord. créateur même. Il explique ses motivations, mais il est né dans les ghettos juifs de Białystok, du coup en Pologne actuellement, mais c'était dans l'Empire de Russie. Et lui, il voyait justement beaucoup de communautés linguistiques interagir, souvent très conflictuellement. Enfin, il a vu des pogroms, des trucs comme ça. Et ça fait qu'il il en a plus ou moins conclu que les problèmes humains venaient souvent de problèmes de communication. Et donc créer en fait une langue qui mette tout le monde à égalité, ça permet justement de réunir beaucoup plus efficacement les gens entre eux de cultures différentes. Est-ce que tu sais le moment précis ou la petite chose qui a fait que tu t'es dit ah je vais m'intéresser à ce sujet-là et commencer à apprendre la langue? À quel moment finalement le signifiant espéranto a fait que après tu as fait ce concours, etc. Mon frère m'en parlait depuis un moment, quand j'avais 13 ans, et moi en fait c'était toujours une idée qui m'intéressait parce que j'avais déjà des idées internationalistes. Et en fait, au moment où il y a eu l'annonce de la pandémie et l'annonce du confinement, j'ai eu tout de suite beaucoup de temps pour l'apprendre, donc en fait j'avais que ça à faire et puis j'ai appris l'espéranto. Ah donc pendant la période du Oui. confinement, ça a été une de tes occupations? Oui, ah, c'était mon occupation principale. Mais tout seul ou Tout seul, quelqu'un? Ouais. Oui, tout seul. Et puis les progrès sont venus assez rapidement. Les progrès sont venus étonnamment extrêmement rapidement. Ouais. Est-ce que tu considères des facilités pour les autres langues, par exemple, par rapport à la moyenne ou... Je considère avoir eu une facilité plus grande pour les autres langues après avoir appris l'espéranto, parce que avant j'avais plutôt justement, je détestais en fait l'apprentissage de langue. D'accord. Ouais. Et quand on m'a dit qu'il y avait une langue super simple à apprendre, je me suis dit bon. Est-ce que les réseaux sociaux, ils peuvent rapprocher les peuples ou ça, c'est un monstre malentendu qui au contraire les organise? Si tu compares ta sensibilité, si tu compares avec l'objectif de l'espéranto. Je pense que les moyens sont pas les mêmes et les billets sont pas les mêmes non plus. Clairement, le but des réseaux sociaux affichés n'est pas de réunir les peuples, c'est de faire du pognon. Donc les algorithmes sont faits pour ça et puis du coup on va beaucoup plus tomber sur du contenu soit dans notre propre langue, soit en anglais. Parce que c'est le contenu qui fonctionne. Le précédent invité de MPCM 97, c'est quelqu'un qui est fondamentalement opposé à ce qu'il appelle le technofascisme, qui est lié à toutes on va dire les grandes entreprises internationales sur l'IA, etc. Et lui, il suggère, il propose, et il pense que c'est peut-être même vital, d'interdire l'utilisation de l'IA générative chez le citoyen ordinaire. C'est quoi ta vue à ce sujet? Alors, je me suis pas intéressé, je me suis intéressé à cette question, mais je suis pas spécialiste de la question. Personnellement, j'essaye de l'utiliser le moins possible, parce qu'il y a des vrais dangers au niveau de la manière de réfléchir. Mais après, c'est personnel, et puis j'imagine que d'un point de vue sociétal, savoir utiliser l'IA et savoir ce que c'est l'IA, c'est plus important que de simplement bêtement l'interdire pour tout le monde.
et puis de devoir faire des exceptions pour telle personne, parce qu'en fait, mais vous comprenez, j'en ai besoin pour mon travail, parce que je suis journaliste, et puis du coup, je dois écrire rapidement mes articles, ou je sais pas quelle autre raison. Donc, Est-ce que pas un combat perdu d'avance finalement? pour l'IA, Oui, la pelle mécanique, à un moment donné, on a voulu l'interdire, même d'un point de vue législatif. Aujourd'hui, on se rend compte que la pelle mécanique est devenue quelque chose d'ordinaire dans la construction d'immeubles, par exemple. Est-ce qu'on n'est pas dans ce moment-là où, qu'on l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura gain de cause finalement dans notre vie ordinaire? moi, je saurais pas répondre. Enfin, je suis pas spécialiste de l'IA. Je me suis pas intéressé plus que ça à la question. Enfin, j'ai mon avis personnel, évidemment, mais je vais pas. Enfin, je peux pas m'exprimer là-dessus comme ça. Mais l'espéranto, donc tu fais partie d'une très grande, disons, minorité de gens qui s'intéressent, etc. C'est comme on dit, par exemple, il ne faut plus étudier le latin ou le grec, ou, c'est une partie inutile. Quel est si tu veux, le bien-être supplémentaire ou la motivation supplémentaire que tu as acquise en étudiant cette langue? Où tu te sens, disons, plus performant, soit intérieurement, soit extérieurement, en ayant appris l'espéranto? Je me sens plus performant, je pense, pour le fait de m'intéresser à d'autres choses que ce que je connais. Euh, mais je pense que je suis aussi plus performant en termes de réseautage. Donc, rencontrer des gens, discuter avec justement des personnes qui ont des points de vue différents. Euh, mais je pense que je me sens plus. Ouais, enfin, ouais, c'est surtout une question humaine en fait. Il y a une question bateau. Est-ce que c'est une richesse supplémentaire ou une catastrophe culturelle, l'espéranto? Je pense que c'est une richesse supplémentaire. Ça permet d'avoir accès à à des trucs auxquels on n'aurait pas eu accès. Mais typiquement, j'ai fait une vidéo sur l'espéranto pour le concours. Elle a été traduite en 40-50 langues. Si je parlais pas Traduire espéranto, l'espéranto. traduit de l'espéranto Ah, d'accord. en 40 langues. Mhm. Si je parlais pas espéranto, bah, elle n'aurait pas été traduite en 40 langues parce que ce qui m'a aidé, c'était l'Association universelle d'espéranto. Et c'est eux qui ont envoyé ma vidéo à plusieurs personnes pour qu'ils puissent la traduire en espéranto. Enfin, pour qu'ils puissent la traduire dans leur propre langue. Quand on apprend l'espéranto, est-ce qu'on devient un peu quelqu'un d'autre? Quand on dit que le signifiant il traverse le corps, le signifiant français c'est pas le même que le signifiant espéranto qui est censé être une langue universelle, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un changement, disons, corporel et psychique en même temps? Alors, psychique, en ce qui me concerne, c'est clair que je juge beaucoup moins en espéranto. Je suis beaucoup moins du style à dire. Une opinion tranchée alors? Ben, en fait, je juge beaucoup moins dans le sens, si quelqu'un fait quelque chose qui est pas qui est pas conventionnel ou qui est pas dans les mœurs, ben, je vais beaucoup moins juger que si je parle en français. C'est lié à la structure de la langue. Je pense que c'est lié à la communauté et puis à la fréquence. Oui, mais alors c'est la personne plutôt qui va faire la différence. Ouais, la langue, il y a une interaction avec les gens aussi. Je veux dire, si je parle en français, j'aurais plus l'habitude de le parler, par exemple, avec des gens qui sont à Saint-Maurice, à Cholet, ou dans ma région, qui ont ma culture. Tandis que si je parle espéranto, je vais plus parler avec une communauté internationale, donc des gens très différents. Donc je dois me mettre, enfin mon cerveau se met automatiquement dans un mode où il ne juge pas, parce qu'en fait il se dit, là je parle espéranto, donc je vais parler à des gens qui sont différents. Mon cerveau est un peu plus préparé à ce genre d'éventualité. Et les gens qui ont reçu votre travail, donc qui l'ont jugé ou estimé, évalué, je ne sais pas quel mot vous voulez utiliser, comment vous avez ressenti leur intérêt ou leur entrée dans le travail? Parce que peut-être il y a pu y avoir des obstacles de réception de votre travail. Comment vous avez jugé ça, disons? Alors parmi les experts, donc mon expert de travail de maturité, l'expert du concours et je pense aussi les experts de la finale, eux c'était clairement un intérêt scientifique. C'est pas aller plus loin, enfin entre guillemets plus loin, c'est pas aller au-delà de c'est un objet d'étude et
et on juge le travail d'étude qu'a fait l'étudiant sur l'espéranto. Et alors, les critiques positives, les critiques négatives qui ont été faites sur le travail, d'abord c'était lesquelles? Alors, critique positive, je connais extrêmement bien l'espéranto. Donc l'objet en soi, son histoire, ce que ça signifie. Le travail a été défendu en français. Le travail a été défendu en français et oui, le travail a été défendu en français. Par contre, critique négative, c'est que je déconstruis pas les concepts d'universalité et d'égalité qui sont très axés européens du coup. Et ça, c'est une critique qui m'a été faite. Je suis pas allé plus loin qu'un travail de maturité excellent. J'ai pas augmenté mes propres exigences pour répondre à des exigences vraiment académiques, universitaires, par rapport au concept philosophique que j'aborde. C'est pas ce travail-là qui peut te diriger vers des études en sciences humaines, puisque tu choisis une autre voie. Ça aurait pu te faire basculer du côté des sciences humaines. La littérature, par exemple. Mon projet, c'était de faire médecine. Avant même d'avoir commencé mon travail de maturité. Donc je pense même si j'avais été sélectionné pour des finales internationales ou quoi, j'aurais quand même continué dans les études de médecine. Mais après, ça m'aurait probablement donné accès à un éventail plus large de la communauté scientifique. Tu penses continuer à exercer l'espéranto, à t'intéresser à tout ce qu'il y a autour de l'espéranto, même après tes études universitaires, au moment de tes études universitaires, ou parce qu'on peut perdre des langues. À un certain moment de sa vie, on peut maîtriser très très bien une langue et puis après plus l'utiliser et la perdre. Comment tu vois ça en te projetant? Moi, je compte continuer. Même mon travail, même si là, pour les finales, j'ai pas été sélectionné pour plus loin, je pense continuer mon travail et puis le publier de manière indépendante quelque part, je sais pas encore où. Le nombre de pages, combien de pages il fait? Sans les annexes, il fait environ 40 pages. Et les annexes, c'est quoi? C'est des interviews que j'ai faites avec soit des spécialistes de l'espéranto, soit des membres de la communauté espérantiste. Et puis tes amis, tes collégiens, tes camarades, quand ils ont appris que tu faisais ce travail-là, c'est quoi la réaction? En disant mais c'est inutile, pourquoi tu te lances, ou la curiosité, ou comment tu as reçu cette réception par tes camarades? Eux, ils savaient depuis un moment que je parlais espéranto, puis je le crie un peu sur tous les toits. Ah d'accord. Du coup, au moment où j'ai dit je fais mon travail de maturité sur l'espéranto, ils étaient là. Pas étonnant. Ouais. Donc non, la réception généralement elle est soit neutre, soit un peu pas méprisante, mais on me questionne sur mais pourquoi tu fais ça, ou des trucs comme ça. Mais la plupart des réactions elles étaient neutres. Mais tu as dit que c'était la langue, la structure de la langue, je ne la connais pas, mais qui aurait tendance à faire que tu juges moins. Tu juges moins. Alors il y a cette idée qui surgit en moi, est-ce qu'il faudrait peut-être exiger des dirigeants de ce monde qui parlent l'espéranto, parce qu'entre eux, ils auraient des opinions moins tranchées? Qu'est-ce qu'on aurait tendance à dire à Trump ou à Poutine aujourd'hui, que l'espéranto peut leur apporter pour la paix dans le monde, qui était un des objectifs sous-jacents de la création de la langue? Non, alors d'un point de vue individuel, il y a d'autres paramètres que la langue. Moi je dis que l'espéranto, personnellement, me fait avoir moins de jugement. Parce que mais c'est lié à ta personne plutôt alors? Mais parce que la plupart du temps, quand je l'utilise avec des gens qui sont très différents. Donc quand je parle espéranto, automatiquement, je me mets dans un mode où je me dis inconsciemment que je vais interagir avec des gens différents. Donc je suis préparé à ça. Et moi, je suis déjà quelqu'un qui est habitué, entre guillemets, à la différence, et j'ai pas de problème avec ça. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, a des opinions très tranchées sur certaines communautés minoritaires, qui parle espéranto, français, anglais ou quelle que soit la langue, s'il juge, il va continuer de juger. Donc c'est la personne, ce que je disais avant, c'est plus la personne. Oui, c'est plus la personne. Ouais. Mais par contre, il y a un phénomène inconscient par rapport à la langue. Ça, oui. J'ai reçu des gens beaucoup plus âgés aussi, même plus jeunes, mais surtout plus âgés. Puis chaque fois, je pose la question en se disant, mais qu'est-ce qui fait que votre parcours professionnel
aujourd'hui à 40-50 ans, est-ce que, en regardant en avant, est-ce qu'il y a un élément, un moment clé qui fait que vous êtes devenu journaliste, médecin, avocat, la politique, etc. Toi, tu te diriges vers la médecine, hein, tu nous as dit. Est-ce qu'il y a un moment dans ton enfance, tu t'es dit, mais non, d'une pipe, c'est ça qui fait que demain, je vais réussir ma maturité et je vais aller choisir la voie, le cursus médical? La médecine, ça fait suite à des choix successifs. Je pense que le concept d'universalité m'a toujours intéressé, l'humanisme aussi. Et en fait, dans la médecine, je retrouve un peu ces deux choses, dans le sens où il y a la rigueur scientifique, médicale, et il y a le fait de s'occuper du patient. Donc le côté plus humain, de justement essayer de soigner quelqu'un, de prendre soin des plus vulnérables, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Mais il n'y a pas un moment clé où je me suis dit c'est ça que je veux faire, ça s'inscrit plus dans une continuité. Est-ce que, parce que je pense que tu as quand même anticipé le cursus des études de médecine scientifique, et là tu fais un retour sur l'humanisme qui est rattaché à la fonction médicale. Une des grandes critiques qu'on fait extérieurement aux études médicales, c'est que la personne, elle est souvent abandonnée pour des problèmes scientifiques, avec des études, beaucoup de par cœur, beaucoup d'examens qui sont très éloignés ensuite de la pratique médicale, et puis du fait que finalement c'est presque des concours pour pouvoir continuer les études, et que le type de personnalité et la relation humaine, par exemple liée à l'empathie, etc., ce sont des critères qui sont complètement abandonnés, exclus. Comment tu anticipes ce problème? Ouais, je trouve que c'est un problème significatif. Ouais. Je vais essayer de ne pas aller à Lausanne ni à Fribourg. Enfin, en tout cas, je ne vais pas aller dans le système suisse. Ah, d'accord. Tu vas à l'étranger? Je vais à l'étranger, je vais en Roumanie. Parce que là-bas, au bout de la 3e année, ils exigent qu'on aille en hôpital chaque semaine. Et ça, c'est le critère qui fait que tu as choisi la Roumanie? C'est un des critères qui fait que j'ai choisi la Roumanie. C'est le fait que, en fait, très rapidement, on est mis face à ce que c'est le métier de médecin. Et en quoi ça consiste de soigner des gens et d'être dans le contexte dans lequel on soigne des gens. Et ils exigent aussi 1 mois de stage par année hors cours. Donc c'est vraiment quelque chose qui est centré beaucoup plus sur la pratique qu'en Occident. En Occident, on a une vision très... la médecine, faut faire des études pendant 6 ans, pendant 5 ans, puis après on commence à pratiquer. L'espéranto est rattaché à l'utopie. Hein. Tu es à l'aube de la vie, là. Quel est le regard que tu portes sur le monde que nous, notre génération, on vous a en quelque sorte donné, dans lequel vous devez vivre? C'est quoi? C'est un regard de sévérité, c'est un regard quand même avec de l'espoir de pouvoir changer quelque chose qui, a priori, ne convient pas. Quel est le regard que tu portes sur ce à quoi, dans le monde dans lequel tu vis? Oui, bien sûr. Oui. Le monde, il a une inertie aussi, donc faut forcément s'adapter un minimum pour pouvoir le comprendre. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous critiques face au monde actuel et qu'on puisse reconnaître qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Mais par exemple, au niveau énergétique, tu as pris l'exemple avant de l'IA, les ressources énergétiques considérables dans la préservation des données et dans les simples questionnements qu'on fait à travers des simples moteurs de recherche. Est-ce que c'est presque un combat perdu d'avance? J'ai envie de perdu d'avance, dans le sens qu'on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait arrêter le fait que un avocat sort de ce bureau et va questionner une recherche sur des programmes, par exemple, de SwissLex, qui aujourd'hui met à disposition des avocats des banques de données considérables avec l'intelligence artificielle, et nous savons que c'est une ressource qui va faciliter le travail de l'avocat, par exemple. La même chose pour le radiologue, la même chose, etc. Et on sait que c'est totalement en décomposition par rapport à
à ce que devrait être différentes écologies énergétiques. Comment tu te situes par rapport à ça? Ben, À titre encore une fois, individuel. j'ai un avis d'étudiant, de gymnase, je suis pas spécialiste. Mais bah, comme je disais tout à l'heure, le monde il a une inertie, il faut s'habituer un minimum, donc essayer de le connaître avant de vouloir essayer de le changer et essayer de comprendre comment il fonctionne justement. Mais tu abordes ça plutôt avec confiance ou avec inquiétude? On dit que le avec monde aujourd'hui... beaucoup d'inquiétude, beaucoup plus d'inquiétude que de confiance. Mhm. Parce que, bon, déjà je suis étudiant, donc niveau impact, j'ai pas forcément j'ai pas forcément le plus gros impact en tant qu'étudiant. Mais beaucoup plus d'inquiétude aussi parce que bah, je vois ce qui se passe et je m'informe un tout petit peu et à chaque fois en fait c'est la même chose, c'est de pire en pire quoi, entre guillemets. Ouais. À chaque fois les informations c'est pas des trucs positifs qui sortent. Pour revenir au travail, donc tu n'as pas pu aller dans les étapes finales est-ce que tu vois maintenant ce qu'il aurait fallu faire différemment dans ton travail pour passer cette étape que tu as choisi une autre voie en quelque sorte? J'ai pas pu aller à l'international parce que en fait je me suis tenu aux indications qu'on m'a données sur mon travail. C'est-à-dire qu'il fallait que je change la structure. Du coup, après la demi-finale, on nous a donné des indications sur comment changer notre travail pour la finale. Donc moi, on m'a demandé Parce que tu as pris du temps après la première version, tu as pris du temps encore pour l'améliorer et de le faire différemment. Oui. Donc c'était quoi les modifications? Les modifications, c'était juste des questions de structure. Donc par exemple, l'intro, je pouvais la fusionner avec la première partie de mon travail. Enfin, des détails comme ça, mais qui ne changent pas le contenu en soi. Le contenu restait le même. Et en fait, il aurait fallu changer le contenu. Il aurait fallu changer du contenu. Ou alors être encore plus critique sur son contenu que ce qu'on a rendu à la demi-finale. Et ça, moi, à ce moment, je ne l'avais pas compris. Du coup... Mais alors, explique ce que tu as compris aujourd'hui, que tu aurais dû mettre sans l'avoir rédigé. Typiquement, comme j'ai dit, le concept d'universalité et d'égalité, c'est typiquement indo-européen, enfin, du coup, européen. Alors, je le mentionne dans mon TM, mais j'en fais qu'une mention. Alors que ça aurait pu faire l'objet justement d'une analyse complète de l'histoire du concept d'universalité, d'égalité. Pour comprendre ces deux concepts-là, donc c'est philosophie occidentale, le monde occidental, et tu as l'air de dire que peut-être l'Afrique ou l'Asie ou le Moyen-Orient, c'est pas ça. Ils ont des conceptions différentes. Alors, un exemple par exemple? Alors j'ai pas d'exemple là tout de suite, justement parce que j'ai pas creusé le sujet. Moi je me suis cantonné à une définition soit légale de l'égalité, un truc très, très simple, très sommaire, et pareil pour l'universalité, je me suis limité à une définition et c'est de là qu'est partie mon analyse. Mais j'ai pas critiqué le concept, enfin j'ai pas fait une critique en soi du concept d'universalité et de la conception qu'on en a. Mais ça, c'était un problème, du coup. Donc, tu parles avec des gens de tous azimuts, comme on dit, toutes les régions du monde en espéranto. Oui. Il y a aussi, par exemple, des gens d'Arabie. Oui. Mais est-ce que tu ressens ça, que par rapport à comment tu as été formé au concept d'université et d'égalité, ça ne rentre pas dans leur culture personnelle, dans leur culture, dans leur mode de réaction personnelle? J'ai pas assez parlé précisément d'universalité et d'égalité avec eux. C'est pas forcément un sujet qu'on aborde, enfin en tout cas moi je l'ai pas abordé, donc je sais pas. Mais pour toi alors c'est quoi ce concept d'égalité dans comment tu as été formé au niveau philosophique, etc., au niveau culture littéraire? Dans mon travail, l'idée c'était surtout d'analyser l'espéranto, donc en fait je voulais pas m'attarder sur des définitions, donc la définition que j'ai prise de l'égalité c'est égalité de droits et de fait entre les hommes, entre les êtres humains pour avoir un accès linguistique aux milieux internationaux. Donc ça peut être le milieu scientifique, ça peut être le milieu politique, ça peut être beaucoup de choses justement qui s'inscrivent dans un contexte international. Et puis alors, ceux qui nous regardent là et qui nous écoutent, les jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'essayent à l'espéranto et qu'ils rentrent un tout petit peu dans
dans ce chemin. D'un point de vue... Qu'est-ce qui les motiverait finalement comment tu pourrais les motiver pour dire, mais essayez quand même, vous retirez quelque chose que vous ne connaissez pas. D'un point de vue individuel Oui, voilà. Ouais. Je pense il y a vraiment, bon, il y a tout un concept d'idéologie derrière, donc pour ceux que ça intéresse, justement, c'est de l'humanisme. Et après, d'un point de vue vraiment personnel, au niveau de l'utilité qu'on peut en avoir, ça permet de voyager assez facilement et de se faire des contacts très facilement à l'international. Par exemple, moi je vais faire mes études en Roumanie, je vais aller demander à un espérantiste s'il peut m'expliquer comment fonctionne le système là-bas. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir une source d'information à l'étranger qu'on n'aurait pas en fait autrement. La première démarche, celui qui connaît rien du tout et qui se dit tiens, le gars là il est vraiment intéressant, ça m'interpelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des modules sur YouTube, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il doit faire pratiquement? Pour ceux que ça intéresse vraiment comme ça, un peu juste pour voir, Duolingo c'est bien. Ah d'accord. Il y a l'espéranto sur Duolingo depuis l'anglais. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, puis vraiment du coup, comprendre la grammaire de la langue comme on essaierait d'apprendre une autre langue, depuis le français, il y a iCurso. C'est sur internet, c'est un site sur lequel il y a de la grammaire. Et en fait, ça enseigne les règles de grammaire principales de l'espéranto et c'est suffisant pour avoir un niveau B2. Ah d'accord. Et au niveau littérature, il y a aussi des livres qui sont écrits en espéranto, langue originale, sans être traduits. Ouais, ça existe. Il y en a pas énormément. Souvent, c'est de la documentation scientifique. D'accord. Et puis, par exemple, des romans français traduits en espéranto. Le Petit Prince est traduit en espéranto. D'accord. Qui pourrait en avoir plein, mais j'ai pas d'exemple en tête parce que c'est pas quelque chose. Est-ce que c'est une bonne idée de lire pour apprendre la langue, ou il faudrait plutôt passer par une méthode rapide? Non, je pense que lire c'est une bonne idée. Après ton expérience, celui qui lit Le Petit Prince, qui connaît bien Le Petit Prince et qui lit l'espéranto, est-ce qu'il pourrait rentrer dans la langue? Il pourrait rentrer dans la langue, ça demanderait juste d'analyser un peu les similitudes entre les différents mots, mais on peut rentrer dans la langue juste en lisant si on a un texte de référence dans sa langue. Mais de toute façon, être confronté à la langue en soi, c'est une bonne idée. Et comment dit-on? Tu peux nous dire quelque chose en espéranto, mais disons alors, il faudrait expliquer pourquoi, disons, on va parler des deux critères, c'est-à-dire l'universalisme et l'égalité, et expliquer pourquoi, en quelques mots, mais pas très court, comme un tout petit peu, tu parles à la caméra et tu nous expliques en espéranto pourquoi c'est important cette langue dans le champ de l'humanisme, de l'universalisme et de l'égalité. Donc je l'explique en espéranto. Oui, tout à fait, okay. C'est ça l'idée. Oui. Do Esperanto povas unuigi la homaron, ĉar ĝi estas universala, do ĝi enhavas regulegajn regulojn, do ne ekzistas esceptoj en Esperanto. Tio congruas kun la koncepto de assimilado generaliga de Jean Piaget. Do vi povas lerni rapide ĝin, kaj sekve ekzistas ankaŭ en Esperanto la ebleco krei vortojn, viajn proprajn vortojn. Do vi povas esprimi vin kiel vi volas. Kaj tio povas unuigi la homaron, ĉar ĝi estas pli universala, do pli proxima ol ĉiuj lingvoj je egala nivelo, kaj konsekvence vi creas ian égaleco inter popoloj. Tu lui fais un petit résumé, pourquoi tu as introduit Piaget dans le processus? Ouais, alors, en gros, j'ai dit que l'espéranto pouvait unir l'humanité assez facilement, enfin, pouvait unir l'humanité parce que
il était universel, dans le sens où il a des règles extrêmement régulières, ce qui du coup correspond au concept d'assimilation généralisatrice de Jean Piaget. Ça permet justement de vu qu'il n'y a pas d'exception, ça permet de l'apprendre beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre langue naturelle. Ça crée une certaine égalité entre les différentes langues, parce que du coup, on met déjà sur un pied d'égalité tout le monde, dans le sens où tout le monde est, entre guillemets, victime du concept d'assimilation généralisatrice, parce que c'est inhérent à la psychologie humaine. Est-ce qu'il y a des gens d'une certaine langue maternelle qui ont plus de facilité à apprendre l'espéranto? Est-ce que par exemple le français, il l'apprendrait, ou le roumain, il l'apprendrait plus facilement que l'allemand ou le suédois? Alors, dans les langues indo-européennes, la différence, elle se voit pas beaucoup, parce que le lexique en espéranto est indo-européen. Par contre, entre les langues non indo-européennes, donc plus justement des pays d'Asie ou des pays d'Afrique, il y a une différence, parce que justement, ils doivent apprendre le vocabulaire par cœur. Et ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps que pour quelqu'un justement qui a de langue maternelle française. En t'écoutant, j'ai pensé que les souvenirs du latin pouvaient me faire comprendre plus facilement que l'espéranto que peut-être celui qui ne l'avait pas fait. Est-ce que je suis à côté de la plaque là où il n'y a pas? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment un phénomène qu'on peut observer avec les gens qui apprennent l'espéranto. S'ils ont le latin ou le grec de base, D'accord, okay. Ils apprennent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. L'espéranto, c'est destiné à rapprocher les êtres humains. Oui. Est-ce que les êtres humains, ils ont envie de se rapprocher? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. En tout cas, les espérantistes, oui. Il y a une grande partie de la population, des gens plutôt internationalistes, qui ont envie de se rapprocher. Mais il y en a qui n'ont pas envie et qui sont isolationnistes et qui se disent non, mais moi, les autres cultures, les autres peuples, ça ne m'intéresse pas. Mais le nombre, il a quelque chose à voir avec l'universalisme aussi, le nombre. De 2 millions de locuteurs? Oui, exactement. Et là, finalement, est-ce que ce n'est pas un échec de l'universalisme qu'il y ait si peu de gens qui pratiquent l'espéranto, alors qu'à un moment donné, on s'est dit ça pourrait être une langue universelle? C'est pas un échec du point de vue universaliste, parce qu'il n'y a pas que l'espéranto qui se veut universel. Et c'est pas un échec du point de vue de l'espéranto, parce que c'est une des langues construites les plus parlées. Elle fait partie des 5% de langues, du coup, dans l'ensemble des langues, donc des 7000 langues qui existent dans le monde. Elle fait partie des 5% qui dépassent le million de locuteurs. Donc même d'un point de vue linguistique, c'est pas un échec. Après, d'un point de vue de l'objectif qui s'était fixé à la base, c'est un échec, oui. Mais on ne peut pas parler d'échec puisque il n'a pas encore, il n'est pas encore mort, l'espéranto. On ne peut pas parler d'échec quand l'espéranto est mort. Très souvent, quand on parle en français à quelqu'un qui a été en français, etc., on se dit, mais dans une pile, il y a des malentendus dans la langue. Je dis très souvent que j'ai vécu 2/3 de ma vie le siècle précédent, 1/3 maintenant, et je trouve qu'une des très grandes différences, c'est il y a une sorte de perte de la valeur des mots. Le blanc devient le noir, le vrai devient le mensonge, etc. Est-ce que, avec l'espéranto, on peut améliorer ça? Parce qu'on regarde les malentendus, c'est même pas ça. Le vocabulaire utilisé... Il est différent entre les personnes ou entre les générations? Est-ce que ça pourrait... ça c'est une question, ça je sais pas, mais il me semble que la valeur des mots, la signification des mots change de manière absolument incroyable, oui. Même ça de tout temps. Hein. J'ai le souvenir qui me revient d'une émission fantastique sur France Culture du psychanalyste Miller qui étudiait le mot bizarre et il montrait l'évolution du mot bizarre à travers les siècles et à travers passer de la France à l'Espagne, etc. Et la signification du mot était complètement différente. Et il me semble
également dans le langage juridique, également rien que le mot égal, enfin les gros, il n'y a plus de valeur des mots. Alors j'étais en train de me demander, est-ce que l'espéranto il pourrait lutter contre ça? Est-ce qu'il est d'une précision plus correcte, ou bien c'est l'être humain qui a tellement changé que finalement la valeur des mots, telle qu'on le comprend, que l'autre le comprend, a dérivé pour arriver à du n'importe quoi, où finalement le mot guerre devient le mot paix, et le mot blanc devient le mot noir. Personne ne peut lutter contre ça, j'ai envie de dire, parce que c'est l'évolution des langues, c'est la manière dont les langues évoluent, c'est justement les mots qui changent de sens, qui dérivent, qui vont dans une certaine direction plutôt qu'une autre, mais ça c'est un phénomène naturel et puis qui est inévitable. Quand l'Académie française elle a été créée, son objectif c'était de fixer la grammaire française et le vocabulaire français. Alors ça c'était l'objectif officiel, l'objectif officieux en vrai c'était de discriminer les minorités linguistiques, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais en fait elle a complètement loupé son objectif parce que c'est juste irréalisable, parce que les gens utilisent l'usage de la langue, il est différent de la norme de la langue. Et forcément, ça évolue. Et je pense que les gens qui regrettent une époque où ils utilisaient certains mots qui avaient un certain sens, c'est juste dommage parce que ça quand même montre un certain conservatisme vis-à-vis de la langue plutôt que d'essayer de comprendre la langue comme elle est actuellement. Alors toi qui as étudié l'espéranto, quelle est ta réaction au fait, peut-être c'est une information que je te donne, dans le Robert de cette année, ils ont introduit par exemple le mot crash. On voit très bien que c'est un emprunt de l'anglais. C'est un emprunt clair de l'anglais, etc. On voit très bien à quoi on fait référence, une sorte de coup de foudre amoureux, je ne sais pas comment, l'inclination amoureuse, le crush. Le crush. Ouais, le crush. Comment tu vois cette introduction finalement de ce mot qui est vraiment un mot d'origine anglaise dans un dictionnaire de langue française? C'est... On traduirait comment crush en espéranto d'ailleurs? Pour ça, en français j'ai que le mot béguin. Voilà, béguin, voilà, je pense voilà. Mais en espéranto je l'aurais pas... Mais enfin ils l'ont introduit dans le Robert, hein. C'est pas n'importe quoi le Robert. Oui, parce que le Robert il est géré par des lexicographes, donc des gens qui étudient le langage. Et l'usage courant aussi. Et l'usage courant... On a pensé, on a constaté que ce mot entrait dans le... On a constaté qu'il est d'usage. Qu'il est d'usage, voilà, exactement. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est la langue qui évolue encore une fois. Alors ça montre l'hégémonie de l'anglais justement. Après, le français, faut savoir, je crois qu'il y a 80% ou 90% de son lexique qui est d'origine latine et les 20% ou 10% restants, c'est majoritairement de l'anglais. Déjà à la base, donc déjà dans les années. Donc c'est pas surprenant que ce mot soit introduit à la limite. Alors moi ça me surprend pas parce que de toute façon il y a une hégémonie de l'anglais, mais les langues en fait de manière générale c'est des emprunts entre elles. Ce qui serait un problème pour moi, c'est que les gens arrêtent d'apprendre le français et justement apprennent l'anglais ou plutôt le globish à la place du français. Le fait qu'il y ait des emprunts en français. Quelle est ton appréciation, par exemple, une haute école, Saint-Gall, HEC Saint-Gall, qui forme les managers de demain, on va dire, de la Suisse. Quelle est ta compréhension du fait que les cours sont donnés en anglais? Ça, c'est autre chose. C'est carrément, on utilise une autre langue. C'est pas juste un petit emprunt par-ci, un petit emprunt par-là. Tous les cours sont donnés en anglais. En Suisse, dans la partie germanique de Suisse. C'est quelque chose que c'est le monde actuel qui impose ça, c'est la mondialisation. C'est le rôle que l'anglais a pris. C'est le soft power de tous les pays anglo-saxons et c'est la conséquence, entre guillemets, logique et inévitable d'un monde où justement l'anglais et puis les États-Unis étaient omniprésents. Et puis
Bah, pour moi, ça montre justement l'hégémonie de l'anglais, encore une fois. Mais le fait que, pour en revenir aux emprunts de l'anglais en français, je pense que typiquement quelqu'un qui dit « Ah, le français est en train de mourir parce qu'on utilise le mot crush », c'est juste quelqu'un qui est complètement névrosé d'une époque qui regrette parce que en fait, c'est une époque où il était jeune. Et puis il comprend juste pas. C'est comme face à l'utilisation l'incompréhension. aujourd'hui du mot chill par les jeunes. Oui. Hein. Il est cool, enfin, je sais pas, je crois que ça Oui, va- ou même le mot cool. Le Ouais. mot cool aujourd'hui, Ouais. il fait tiquer personne. Enfin, il fait tiquer quelques-uns, mais souvent c'est plus une névrose parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou auquel on n'est pas habitué. Du coup, le réflexe premier, c'est de dire bah en fait, moi je veux pas de ça. Mais par exemple, d'utiliser le mot meuf, par exemple, pour toi, c'est naturel. C'est du verlan. Ça, c'est du français. Mais c'est Donc, il y a- naturel, c'est l'évolution de la langue. Il y a des usages qui sont comme ça. Et ceux qui pensent que ça serait discréditer la femme, ils ne sont pas dans l'usage courant du mot. Ça dépend de la connotation. Voilà. Il y a plein de mots, par exemple le N-word, s'il a une connotation où en fait c'est normal de ne pas l'utiliser dans n'importe quel contexte et puis envers n'importe qui, parce que ou même de ne pas l'utiliser tout court. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, des familles dans lesquelles il interdit d'utiliser, on essaie d'interdire d'utiliser les gros mots, putain, bordel, etc., qui sont dans le langage courant, qu'on considère être grossiers, qui peuvent être utilisés par les uns et les autres simplement de manière naturelle, on va dire, immédiate, spontanée, alors que la connotation du mot est vulgaire. C'est quoi ton... Est-ce qu'on Encore une va... fois, l'interdiction, c'est pas forcément, c'est pas une bonne idée parce que ça apprend rien. Par contre, apprendre justement à utiliser dans les bons contextes, parce que les gros mots font partie du langage, donc au bout d'un moment, il faut s'y habituer, mais apprendre à les utiliser dans les bons contextes et avec les bonnes personnes, donc encore une fois, c'est l'idée. C'est pas le fait de les utiliser qui est un problème, je veux dire, ils existent, pourquoi on les utiliserait pas? L'idée, c'est de savoir les utiliser. Et est-ce que l'espéranto prend dans son évolution de son vocabulaire des mots qui deviennent courants dans des langues étrangères? Le français, par exemple. Est-ce qu'il y a l'introduction dans l'espéranto d'un signifiant français? Alors, l'espéranto, il est régi par un groupe de linguistes et de littéraires espérantophones qui s'appelle l'Académie française. Et eux régissent justement l'usage normatif de l'espéranto. Donc justement ils disent tel mot est valable, tel mot est pas valable, et puis à l'échelle internationale c'est utile d'avoir ce genre d'organisme pour une langue comme l'espéranto. Par contre, dans les faits, par exemple les francophones, vu que le lexique ressemble beaucoup au français, enfin le lexique de l'espéranto ressemble beaucoup au français, souvent il y a un effort moins élevé par rapport au fait d'apprendre le lexique. Et souvent, on transpose un mot du français en espéranto en se disant, bon, de toute façon, il y a des chances que ça soit comme correct. ça. Et de toute façon, je ne vais pas faire l'effort de chercher parce que 80% du temps, ça marche. Et du coup, des fois, il peut y avoir des mots qui sont d'usage, mais seulement entre les francophones, ou seulement entre les germanophones, ou seulement entre les italophones. Et je pense qu'il y a des mots qui rentrent dans l'usage espérantiste comme ça, mais quand on communique à l'international, on se rend un peu plus compte que ça marche pas, et qu'il faut quand même se mettre dans les normes parce qu'en fait c'est nécessaire quand on communique à l'international. Alors je me disais que j'allais terminer cette émission avec merci pour ce moment, ce que je fais souvent. Et alors peut-être, comment dit-on merci pour ce moment en espéranto? Dankon pro tiu momento. Alors merci pour ce moment, Oscar. De rien.